à tous, on se retrouve pour un sixième CQFR cette semaine. Enfin non, un cinquième, pardon, parce que hier, on a fait un podcast de débrief de la deadline. Les gagnants, les perdants, Théo et Shai étaient à mes côtés. Plus d'une heure, hein. On revient en détail sur les trades, sur les gagnants et les perdants. On s'est fait plaisir sur Chicago. Voilà, c'était un petit passage assez intéressant. Chicago a pris cher, oui. Le 10 Faut dire sont comme ça. dispersés. Voilà, mais c'est de bonne guerre, c'est autorisé. Et là, aujourd'hui, on est là pour répondre à toutes vos questions. Théo est à mes côtés, Shai aussi. Shai a sélectionné et trié les questions. Et Shai, tu avais un petit mot à faire passer d'abord. Absolument, parce que ceux qui nous écoutent depuis suffisamment longtemps se souviennent peut-être d'Armand, notre auditeur, qui nous avait fait part de ses graves problèmes de santé, du fait qu'il était un peu face à l'impuissance du corps médical face à tout ça. Armand, avec lequel je m'entretiens de temps en temps, qui est vraiment adorable. Alors déjà, il a une bonne nouvelle, il est fiancé, il va se marier, donc félicitations à lui et à madame. Déjà, Oh, c'est bien, chouette. voilà, Super. malgré les difficultés, il lâche pas et ça fait plaisir. Et donc, il voulait nous donner quelques petites news et aux auditeurs qui lui demandent, et il les remercie d'ailleurs, hein, il nous dit tu remercieras aussi tous les auditeurs avec les commentaires qui font chaud au cœur. En gros, en France, ça n'a pas beaucoup avancé parce que les derniers mois ont été compliqués pour lui, hein, sur le plan de la santé. Par contre, il y a une piste prometteuse en Allemagne avec une opération qui est assez lourde et complexe, mais qui lui permet d'entrevoir peut-être quelque chose de positif. Donc, on espère, Antoine, que tes camarades allemands vont faire le taf J'allais te pour notre demander, est-ce ami que tu Armand. sais où c'est en Allemagne? Je ne sais Si pas du jamais tout. tu pourras lui demander. Je Voilà. pourrais lui Comme ça, demander attends. quand ça se fera, mais on espère que les Allemands vont faire le taf ce coup-ci et que tout va bien se passer, que tu vas passer une bonne année 2026, Armand, et on te salue, on t'envoie plein de force à nouveau. Voilà. Bon courage et félicitations pour les bonnes Ouais. nouvelles. On espère Et- que d'autres et- suivront. Il nous envoie une petite carte, voilà, petit spoiler, une petite carte de remerciement. On a de la chance, on a des auditeurs vraiment en or. Alors, les questions maintenant, avec d'autres auditeurs en or, évidemment. La première nous vient de Hugo. J'entends beaucoup dire que tel ou tel joueur est trop gros, dans le sens fort, évidemment, pour être transféré en milieu de saison et que ce sera plutôt un transfert réservé pour l'été. Mais pourquoi cette préférence alors que pour moi la trade deadline de février me semble être une meilleure période pour des transferts pour les équipes? L'été, tu n'as aucune idée de ce que ton équipe va donner à la rentrée. On a toujours des surprises, des équipes qu'on voyait haut qui déjouent et d'autres qui performent contre toute attente, notamment car l'été a créé des joueurs qui passent des caps tandis que d'autres vont commencer une régression. Du coup, pour moi, la trade deadline me semble être une meilleure fenêtre et les équipes ont une superbe vision d'où elles sont, si leur équipe fonctionne ou pas à l'instant T et si ça vaut le coup de continuer avec tel ou tel groupe. Enfin, les contrats finissant toujours à l'été, c'est toujours au trade deadline que les joueurs expirants vont être transférés. Pourquoi donc cette suprématie dans les têtes de tout le monde pour les trades estivaux alors que de plus en plus, les choses folles se passent en février et qu'il n'existe plus beaucoup de grosses free agency l'été? Alors ça a été envoyé évidemment avant la free agency. Je me trompe, avant la trade deadline d'hier. Mais c'est intéressant il voudrait savoir notre perception des choses. Je dirais que pour les gros joueurs, justement, vu que de toute façon, ça va être la base de ton équipe, c'est plus intéressant de le faire l'été, notamment si c'est en début d'été, et derrière de profiter de la free agency pour compléter autour de ce gros joueur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par définition, l'été, ton effectif n'est pas encore complet, donc tu as un peu plus de place sous le cap, donc tu as plus de marge de manœuvre pour faire ce transfert en question. Vu qu'il faut toujours respecter l'équilibre des salaires, c'est un peu plus simple. Notamment pour impliquer plus d'équipes. Les gros joueurs, des fois, il peut y avoir 4 équipes dans le transfert. Et faut qu'ils puissent, que ces 4 équipes aient de la place un peu sous le cap pour réaliser les mouvements. Je dirais aussi qu'en cours de saison, tu sais que les offres, elles sont moins importantes. Toujours sur cette histoire de flexibilité. Il y a des équipes qui n'ont pas assez de flexibilité pour te faire une vraie offre. L'été, il y a des pics qui ont été libérés, donc après la draft, donc il y a encore une fois plus d'atouts disponibles. Quel autre argument je peux avancer? Et aussi, oui, sur les contrats expirants, justement, si tu as le risque que la star en question, elle parte 3 mois après, sa valeur, elle est nettement moindre. Et il n'y a plus de grosses free agency, ça c'est vrai, on n'en voit plus trop. Par contre, les stars, il y en a beaucoup qui sont transférés l'été. On a des étés avec des trades de stars. C'est lissé, c'est peut-être pas toujours sur 3 jours, donc ça fait pas le même effet que la deadline, mais ça arrive qu'on ait des étés avec, je sais pas, 3 superstars transférés dans le même été. Voilà, il y a sans doute d'autres arguments, c'est les premiers qui me sont venus en tête. Je sais pas si Théo, t'en as d'autres.
Non, j'ai l'impression que tu as quasiment tout dit. L'autre élément qui est peut-être tout simple, c'est que tu as plus de temps en fait pour t'organiser. Parce Aussi, que là, ouais. en fait, tu es dans le rush de ta saison. Finalement, souvent pour tout ce qui est les gros trades, il y en a plusieurs qui se font à plusieurs équipes. Donc, ne serait-ce que pour se coordonner avec les autres équipes, c'est plus simple sur des moments plus calmes comme l'été. Je pense que c'est les principales idées. Et d'un point de vue purement sportif, il y a ce que tu disais, Antoine, je pense qui est vraiment très important, c'est que tu as besoin justement de ce temps pour mettre en place un plan de jeu qui corresponde à ta nouvelle équipe avec les changements que ça comporte, pour pouvoir ajuster le roster en fonction justement de ces gros chamboulements. Et tout ça, ça me semble plus simple l'été. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu un trade fait comme ça un peu avant la deadline qui a complètement changé la trajectoire d'une équipe et qui a... Parce que moi j'ai toujours l'impression que c'est vrai qu'on travaille mieux dans la tranquillité de l'été pour construire une équipe, un style de jeu adapté, et que c'est souvent quand même des panic moves ou des trucs qui ont l'air d'être de bonnes idées mais qui n'ont pas l'effet escompté. Enfin, j'ai un peu cette impression-là, moi. Mais il y en Toujours. a, mais c'est des pièces de complément en fait. Ouais. Par exemple, mais quand les Mavs ils font venir Daniel Gafford et PG Washington, Mmh. ça change toute leur saison. Sauf Ouais. que c'est parce qu'il leur manquait les pièces autour de leur star. Il y en a plein. Quand Aaron Gordon il arrive à Denver, c'est un été. Alors ils sont pas champions dans la foulée, ça prend plus de temps. Mais je pense que des moves qui ont été marquants en cours de saison, il y en a eu plein. Mais c'est pas ceux d'une superstar quoi. Ouais. Parce que même l'exemple souvent qui est donné, c'est celui de Rashid Wallace. Mais en fait, Détroit était déjà très bien armé. Il n'a pas changé la manière dont jouait Détroit. Il a juste... Ce qui est un peu particulier, c'est que parce qu'en fait, c'est propre à Rashid Wallace. C'est que c'est une star, voire potentiellement, ça aurait pu être une superstar qui préférait jouer comme un joueur de complément finalement. Mais comme tu le dis, Antoine, je suis pas sûr qu'il y ait tant de fois des très gros joueurs, des joueurs à la marge, oui, qui ont changé la donne et qui ont permis de donner encore l'espèce de... Il te manque un petit peu de profondeur, un petit peu de punch, et boum, tu tombes sur le joueur qui te permet de passer le dernier cap, ça oui, mais des superstars, non, j'ai pas de souvenir vraiment de ce type-là. De toute façon, il y a En eu cours de saison. très peu de superstars échangés en cours de saison. Ouais. De superstars. Parce que même là, par exemple, sur cette deadline, il y a eu évidemment Davis, Jackson Jr., tout ça, c'est des noms. C'est quand même des noms. Mais il n'y en a aucun All-Star actif dans le lot. Après, des All-Star actifs, il n'y en a pas des masses. Il y en a 24 par saison. C'est pour Mais ça que c'est c'était... rare qu'on ait un All-Star actif échangé. C'est pour ça que c'était d'autant plus surprenant de voir Luka Doncic Bien trader sûr, ouais. avant la deadline. Ça a ajouté au côté surréaliste de la chose, quand même. On passe à une autre question, messieurs. Question de Romain A, parce qu'il y aura une autre question d'un Romain tout à l'heure. La saison NBA est intéressante, mais il y a pour moi plus trop d'enjeux sur cette fin de régulière, et je vous pose donc une question sur la NCAA. Au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion de voir certains matchs sur YouTube, pour ceux qui cherchent à savoir, des top prospects. J'ai pu voir que Darren Peterson était impressionnant. Malgré son faible temps de jeu, il a montré que c'était le meilleur joueur universitaire, avec notamment sa magnifique performance face à AJ Dibonsa la semaine dernière. Ensuite, c'est pas fini, tu as Cam Boozer, AJ Dibonsa et Caleb Wilson de North Carolina. J'ai notamment vu lui aussi son duel contre Peterson et son dernier match à 22-16-16. Si je devais être amené à les classer aujourd'hui, je garderais Peterson en 1, car trop impressionnant, mais attention aux blessures. Dibonsa en 2, potentiel trop important pour ne pas le prendre. Boozer en 3, le manque de qualité athlétique n'est plus tant que ça un problème en NBA. Et Caleb Wilson en 4. Choisir dans le top 4 s'annonce donc être un luxe pour cette QV. Alors ma question, après de longues années de règne des joueurs internationaux en NBA, l'arrivée de ces 4 joueurs ne va-t-elle pas marquer le retour des Américains sur le trône de la NBA ? Si je réponds, je vais essayer de ne pas faire trop long. J'ai beaucoup suivi la saison NCAA cette année. Il y a juste un petit truc sur toute l'enflammade dont je fais partie autour des joueurs de cette QV. Prenez aujourd'hui les 10 meilleurs joueurs de la ligue. Il y en a peut-être 3 qui ont été draftés dans les 3 premiers. C'est important de le rappeler en fait. Si tu prends aujourd'hui la photo de la NBA, il y a peut-être Victor Wembanyama, Anthony Edwards et Kate Cunningham. Giannis n'a pas été drafté dans les 3 premiers. Steph Curry n'a pas été drafté dans les 3 premiers. Jokic encore moins. Jalen Brunson, Jokic, Shea. Donc, c'est quand même... je trouve que c'est vraiment une donnée intéressante quand on parle de futurs joueurs générationnels, de futurs superstars. Voilà, sur les 10 meilleurs joueurs, il n'y en a que 3, quoi. 3 sur 10, c'est impactant. Après, je peux revenir sur son top 3, sur son top 4. Je vous laisse peut-être déjà d'abord la parole là-dessus. Moi, je vais pas avoir grand-chose à dire sur ces joueurs en particulier, parce que pour être très honnête, vu que maintenant, enfin depuis plusieurs années, les joueurs restent 1 an ou plus, je suis pas encore. Je connais bien sûr ces joueurs de nom, mais il est trop tôt dans la saison. Je me suis pas encore plongé vraiment dans des recherches vidéo. Je fais ça plutôt aux alentours du tournoi, etc.
Mais je suis pas sûr pour autant, pour répondre à la question, que ça, aussi talentueux soit-il, que ça suffira pas forcément à infléchir la donne, dans le sens où moi je me projette de moins en moins sur des joueurs aussi jeunes. C'est trop dur en fait. Là, le talent et le potentiel, manifestement, est là, c'est clair. Mais c'est trop dur de se projeter à coup sûr en disant ces joueurs-là vont un jour faire partie du top 5 des meilleurs joueurs NBA. Même Cooper Flag, qui était peut-être le joueur américain depuis Zion le plus sûr, entre guillemets. Voilà, là, on voit, il est en train de déployer ses ailes, de faire le type de saison rookie au bout du compte qu'on imaginait, je pense. Mais rien encore à ce stade-là ne garantit qu'il fera un jour partie de ce gratin. Donc, moi, je suis très, très prudent sur le potentiel des jeunes joueurs. C'est pas que je doute de leur capacité, mais parce qu'en fait, pour être une superstar, et là j'insiste sur le côté super, c'est l'élite de l'élite, c'est extrêmement rare, et tu as des générations ou des QV draft entières où il n'y a aucun joueur de cet acabit. C'est dur de se projeter déjà parce que, enfin, ou d'envisager un renversement total face aux internationaux parce que tu as dit, il y a là, on parlait de Victor tout à l'heure qui est très jeune, il est censé dominer la ligue ou y contribuer. Il reste encore, enfin, les joueurs sont pas au bout du bout. Doncic, il est pas vieux. Jokic, il a encore de belles années. Shea aussi. Mais bon, après, les Canadiens et les Américains, c'est un peu, enfin, ça reste des Nord-Américains, donc c'est un peu différent, mais admettons. Euh, je suis curieux de savoir ce que tu veux me dire sur la hiérarchie et sur ce que tu préfères, Antoine. Moi, je sais pas s'ils vont changer le rapport de force. Par contre, j'ai effectivement l'impression qu'on est sur une cuvée de très très haut niveau avec peut-être pas effectivement pas des joueurs qui seront unanimement considérés comme de 3 à 4 meilleurs du monde, mais peut-être déjà des All-Stars, ce qui est plus si évident chaque année. On voit que c'est pas si évident de voir ces joueurs-là être All-Stars, les pics très très hauts. Mais c'est pour Juste ça avant... que. Ouais, Pardon, vas-y, vas-y. Théo. Non, vas-y, Non, vas-y, juste Théo. avant que vous partiez sur le classement des Ouais. joueurs, je pensais que tu partais là-dessus, Antoine. Juste, par contre, il y a un moment, oui, il y aura des Américains qui vont se retrouver à nouveau au top, hein, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper. Ouais, le réservoir Là, est immense. aux États-Unis, voilà, aux États-Unis, quand même, ça les titille de voir qu'ils n'ont pas de MVP depuis longtemps, donc ils se posent beaucoup de questions actuellement sur leur formation, ce qui est une excellente chose, en fait. C'est toujours une bonne chose quand tu te poses des questions sur ta formation, mais pour autant, la formation hors américaine, hors États-Unis, a ses atouts et ses défauts, tout comme la formation à l'américaine, même s'il y a moins une structure, une manière vraiment précise de développer les joueurs, a aussi ses atouts et ses défauts. Donc il y a un moment, ça s'équilibre, et des fois, c'est des questions de génération. Regarde par exemple l'Espagne, qui est peut-être l'équipe nationale la plus régulière dans ses résultats avec l'équipe de France sur ces 10-15 dernières années. On voit bien qu'il y a des moments, je veux dire, l'équipe espagnole actuelle, voilà, c'est pas les Niño del Oro de Pau Gasol et compagnie. Donc il y a des moments, tu as des trous générationnels, tu as des talents extraordinaires qui sortent de tu sais pas d'où. Je veux dire, Yanis Antetokounmpo, il est sorti de nulle part, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai aucun doute sur le fait qu'à un moment, il y aura des joueurs américains qui seront dans le top 3, top 5, qui aura des MVP. Ça fait aucun doute pour moi. Ça serait très hautain de la part de nous, Européens, de penser qu'on domine le basket. Et pourtant, on m'entend souvent faire un peu la vitrine du basket européen, de même des fois, pas rabaisser, mais mettre des petites cartouches à la formation américaine aux Américains, mais ça serait très hautain de penser qu'on va s'apprêter à dominer complètement le basket. Ils ont un réservoir immense. Pourquoi j'ai commencé par essayer de montrer le paysage actuel et de montrer que dans les top 10, dans le top 10, il n'y a pas tant que ça de joueurs draftés dans les 3 premières positions. C'est justement exactement pour ce que tu as dit, Théo. C'est vraiment calmons-nous, en fait. Calmons-nous. Ces gars sont tellement jeunes et contrairement à avant, ils passent tellement peu de temps à la fac qu'on a finalement que des petites idées de leur vrai potentiel et de ce qu'ils sont vraiment capables de faire, et on n'a pas assez d'éléments en réalité pour complètement les juger. Et tu vois, même ces joueurs que je trouve fascinants, les 3 premiers de la draft, là, il y a un éventail de scénarios. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun sur lequel je suis sûr qu'il va devenir une vraie star NBA, une vraie superstar NBA. Aucun. Aucun. Et pourtant, ils ont des sacrées qualités. Je trouve que Cam Boozer, qui serait aussi celui que je mettrais en 3, est paradoxalement en train de devenir le plus sous-coté du lot. C'est celui qui fait la meilleure saison
encore plus que Peterson, plus que Dibonsa. Il fait une meilleure saison que Cooper Flagg. Il fait l'une des meilleures saisons universitaires de l'histoire, Cam Boozer. Il est fantastique. Et parce qu'il est arrivé à maturité physique un peu plus vite que les autres, on a tendance à dire « Ah, il est moins athlétique » ou « Il va moins évoluer physiquement ». Des trucs qu'on a déjà pu entendre peut-être pour Tatum, pour Banchero. Hein. Les deux sont des stars aujourd'hui en NBA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en oublie qu'il est le plus jeune des trois. Il a 18 ans. Il a 18 ans, il n'a pas 19 ans. Il est excellent, Cam Boozer. Par contre, la différence, c'est qu'aujourd'hui, Cam Boozer, il a un profil qu'on ne trouve pas en NBA. Et du coup, pour se projeter, c'est plus compliqué. C'est qu'on ne sait pas exactement encore comment Cam Boozer, on va le faire jouer en NBA. Et c'est plutôt ça le problème, c'est qu'on sait que ce n'est pas vraiment un 3. Alors, il a des bonnes statistiques au shoot, c'est ça le plus fou, mais on ne s'imagine pas non plus le voir briller à 3 points, etc. C'est pas vraiment un 4, mais c'est un mec qui a du QI basket. Et Cam Boozer, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais je pense qu'il sera fort vraiment partout où il va passer. Ensuite, je vais reprendre son... Alors, j'ai écarté Caleb Wilson, qui est un cran en dessous des autres, mais qui, je pense, est quand même un cran au-dessus de tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'Indiana a mis la protection 1-4 et pas 1-3, c'est ça, mais 1-5. Ouais. C'est que tu sais que tu pioches en 4, tu as un mec qui est top 3 dans plein de drafts, en fait. Caleb Wilson, c'est un ovni athlétique. J'adore le gars, je le trouve intéressant, mais il n'est pas au niveau des 3 autres. Dibonsa, ça va de... Regarde la taille de l'éventail. Ça va de R.J. Barrett, qui est excellent au lycée, qui est considéré comme une superstar, qui est un temps annoncé comme un futur premier choix draft. Devant Zion. Exactement, devant Zion. Ça va de R.J. Barrett à Tracy McGrady. Donc tu vois à quel point c'est large. La question, c'est de savoir où est-ce qu'il sera dans cette espèce d'épouvantail. C'est un mec qui a des super qualités athlétiques, il y a toujours les questions sur le shoot, sur la création pour les autres. Mais Dibonsa, il a un truc, c'est qu'il a progressé depuis qu'il est arrivé à la fac. Il montre des éléments de progression et notamment en création. Et ça te donne envie de te dire qu'il sera plus proche de T-Mac que R.J. Barrett. Tu vois. Donc ça, c'est très intéressant pour Dibonsa, l'ailier qui va scorer en transition, D'O'Neal, etc. Voilà, il y aura le shoot comme question. Et Peterson, pourquoi je pense qu'il est souvent perçu comme le numéro 1 ? C'est parce que tu peux faire des comparaisons avec Kobe Bryant. Ouais. C'est peut-être le mec qui se rapproche le plus de Kobe, mais en moderne depuis la draft, et de Shai Gilgeous-Alexander, mine de rien. Shai Gilgeous-Alexander qui est pris en 11 ou 12. 11 ou 12. Et tradé tout de suite d'ailleurs. Exactement. Et qui aujourd'hui, en tant que MVP, fait figure un peu de visage. Et on se dit, bah tiens, ce mec-là, Peterson, il ressemble à Shai Gilgeous-Alexander avec un tir à 3 points. Sauf que ce qui fait la force de SGA, c'est qu'il est SGA justement. C'est tout ce qu'il y a autour de SGA, sa mentalité, son travail. Et tout ça sur Peterson, on ne sait pas encore en fait. On ne peut pas savoir si vraiment... Pareil pour Kobe, j'aurais pu te dire la même chose. Ce qui fait la force de Kobe, c'est tout ce qui avait la personnalité de Kobe. Donc Peterson, il a peut-être un profil qui effectivement fait que tu as envie de le prendre un. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas être sûr que Peterson ou Dibonsa ou Boozer seront des superstars, quoi. Mais c'est une cuvée très intéressante, je le reconnais. Boozer, deuxième meilleur marqueur de NCAA. Dibonsa, troisième meilleur marqueur de NCAA. Je trouve que là, moi, c'est offensivement que je trouve le potentiel de ceux qui se présentent là cette année est assez vertigineux. Boozer, il y a une palette... En fait, il y a un peu de ça, de ce qu'il y avait chez son père. C'est-à-dire que c'est pas le joueur flashy, mais il a une variété de... Il a un sens du rebond, une capacité à scorer dans plein de manières différentes. Aussi. Il y a la passe, enfin, il y a plein de choses. Moi aussi, j'aime Boozer. C'est un peu... j'ai l'impression que même si pour le poste, tu as raison de le souligner, ça peut être un peu flou, mais il m'a l'air assez safe pour une équipe sans que ce soit celui qui a le plus gros plafond, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Et Peterson, sur lequel j'avais quelques interrogations, j'en ai toujours pour un truc qui m'intrigue un peu, c'est cette histoire de temps de jeu, là. Sur les matchs, à chaque fois qu'on regarde des résumés, des longs résumés, parce qu'on ne les a pas vus en direct, mais il joue pas des deuxièmes mi-temps. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il est diminué, il est préservé physiquement. Qu'il est préservé, donc il est déjà en load management. Donc si c'est ça, il est très bien adapté à la NBA de 2026. Par contre, quand il joue, j'étais pas prêt. Hein, le match contre Baylor de Dibonsa là, qualité athlétique, maîtrise de son corps, la fluidité, tout est incroyable. Et c'est marrant, ça, les comparaisons avec Kobe commencent à arriver parce que quand tu regardes, tu pourrais calquer des images sur les deux, sur leur manière de sauter au moment de tirer, plein de trucs. Donc lui, le talent, il est gigantesque. Après, il y a ces inconnus-là que je sais pas trop. Et mon préféré reste quand même Dibonsa dans cette cuvée-là parce que il y a beaucoup de trucs qui font penser à T-Mac et en même temps... moi, j'aime bien écouter les mecs parler. Edgecombe, je vais vous le dire, vous savez que c'était mon crush de la saison dernière. Il y avait ce qu'il faisait avec Baylor, qui est très bon. D'ailleurs, j'ai dit Baylor pour... c'est BYU. Ça, c'est BYU, rien à voir.
c'est aussi parce que je l'avais entendu parler dans plusieurs interviews et j'aime bien les entendre parler de basket, de leur jeu, de comment ils se projettent sur la suite. Et j'aime bien ça chez Diband, ça aussi. J'aime bien la manière dont il analyse le jeu. Il m'a pas l'air d'être ouais, moi je suis entitled. Tu vois, vous voyez ce que j'aime, ce que j'ai eu du mal à aimer chez Jalen Green, par exemple, qui est un phénomène aussi. Il a des qualités athlétiques dingues, mais j'ai pas aimé le côté de toute façon. Je sais que ça va fonctionner, regardez comment je suis fort un peu. C'est comme ça que je l'ai perçu. Dibanda, il y a plein de choses sur les axes de progression, tout ça. Il a l'air d'avoir intégré ça, il m'a l'air très bien entouré. Et je pense que ça va être un phénomène, honnêtement. Et Peterson aussi. Les autres, Wilson, c'est monstrueux athlétiquement et il va faire parler de lui. Mais il y a Et du Boozer, boulot, Wilson, encore voilà. quand même. Ouais, il y a du boulot. Mais... J'adore, mais il y a du boulot, quoi. Ouais. C'est Mais pas t'as un raison, petit c'est quand même claquine. très marrant. C'est très marrant qu'Indiana est vraiment limité au top 4. Genre, de toute façon, le reste, peu importe, ce sera moins bon que ce qu'on a ou ce qu'on peut avoir là. En tout cas, c'est une cuvée assez excitante. On sort d'une cuvée qui était plutôt bonne, d'une autre avant qui était moyennasse, on va dire, pour être gentil pour le moment. Elle est excitante. Est-ce qu'elle va changer totalement le paysage? Je ne sais pas, mais elle est excitante. Après, je voudrais insister quand même sur l'âge des joueurs, encore une fois. Ils sont tellement jeunes. Tu vois, même, je voyais... on parle beaucoup d'Orlando, c'est décevant. Tu vois, Paolo Banchero, là, qui est pas mal contesté dans son statut de joueur très fort. Il vient tout juste d'avoir 23 ans, en fait, Paolo Banchero. Il y a une époque, t'arrivais à peine en NBA à cet âge-là, quoi. Exactement. Donc, en fait, il y a aussi la notion de contexte. Dans quel contexte vont tomber ces joueurs-là ce dont vous parlez en termes de personnalité, c'est très juste. On ne sait pas lesquels sont vraiment des bosseurs, en fait. Parce que là, jusqu'à présent, peut-être que... Alors, ils ont tous bossé, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais... Le talent intrinsèque, naturel, plus un peu de boulot, ça peut te mener très haut. Derrière, la NBA, c'est autre chose. Derrière, ne plus bosser, c'est pas, ça suffit pas. Regarde Zion Williamson, personne n'a parlé de lui à la trade deadline. C'est un des plus gros talents. Derrière, c'est aussi parce qu'il y a une stagnation. Donc son talent lui permet toujours d'être bon, mais enfin voilà, il y a un moment, il y a un plafond. Donc tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Et pour revenir sur la question de base, c'est pour ça que je pense que ce vers quoi on se dirige malgré tout, même si les États-Unis gardent un avantage certain là-dessus, c'est par ce qu'on connaît déjà, une globalisation où demain, le meilleur joueur sera peut-être un joueur qui viendra de on ne sait où sur la planète, et ça ne veut pas dire qu'il y a 50 mecs comme lui qui vont sortir derrière, même si la France fournit énormément de joueurs de très grand talent ces dernières années. Des Victor Wembanyama, il n'y en a pas... C'est pas comme si on avait 50 Victor Wembanyama qui attendaient de sortir de France, donc je m'en fais pas pour les Américains et leur place là-dedans. Question de l'autre Romain, du coup, parce que j'avais dit qu'il y avait un autre Romain D, ce coup-ci. Quel est, selon vous, le poste du 5 majeur le moins important ou impactant, autrement dit celui pour lequel le joueur serait la 5e option et où une équipe compétitive peut se permettre d'avoir un joueur moins fort que le reste, et pourquoi selon vous ce poste précis? Pour vous donner un exemple, au football on parle souvent de l'arrière droit qui serait le poste le moins important du 11, et au rugby de l'ailier qui ne servirait qu'à aplatir selon le chambrage des gros du pack avant. Là comme ça je dirais poste 4, mais ça dépend en fait de la physionomie de ton équipe, quoi. Parce que ça n'existe plus en fait. Ouais, ça n'existe plus les postes 4 en fait. plus, c'est des 3 qui vont défendre sur les intérieurs. Est-ce que les latéraux au foot ça existe encore? Déjà, Antoine, maintenant c'est des pistons. C'est des pistons. C'est un peu dur de dire que l'arrière droit est le moins. Je l'ai déjà lu aussi ça, mais les pistons au foot. C'était la base. Il y avait plein de vannes avec des mèmes, des photos. L'attaquant, t'as marqué le mec le plus perso de l'équipe. À droite, le moins fort. Ça a toujours été ça. Moi qui ai joué un peu arrière droit, c'est vrai que ça n'avait pas forcément bonne presse. Poste 4 pour vous alors du coup? Ouais, si on force un peu le trait, mais ça dépend dans quelles équipes. Moi j'ai l'impression que est-ce qu'un meneur juste qui fait le truc basique et qui remonte bien la balle et qui lâche, et s'il n'est pas surdoué, est-ce que c'est pas très grave? En fait, c'est parce que je pense que le terme meneur veut plus dire la même chose. Aussi, ouais. C'est ça. C'est que ça, et on en parlait un petit peu avec Fred Young dans un des derniers épisodes du jeu, où je lui disais que tu vois, aujourd'hui, maintenant, ce que je considère comme un meneur, c'est avant tout quelqu'un qui va être capable de gérer le rythme. Alors qu'avant, je t'aurais dit quelqu'un qui va faire des passes décisives, c'est ce qui me serait venu en premier, ou tu vois, qui va organiser le jeu. Là, je pense que la notion de rythme, saisir les temps forts, les temps faibles, c'est vraiment au cœur du poste. Et finalement, voilà, Lucas, c'est autant un meneur que Tyus Jones. C'est pas les mêmes meneurs, mais c'est
ce qu'on entend par meneur a changé, mais je pense que c'est toujours l'un des postes les plus importants, parce que c'est le porteur de balle, en fait. C'est juste que c'est plus... faut pas penser à John Stockton, mais aujourd'hui, si John Stockton jouait aujourd'hui, il trouverait le moyen d'être important et d'avoir sa place dans le jeu, en fait. Ce sera un Colin Gillespie sous version superstar. Ce serait la superstar des Colin Gillespie, quoi. Ou Colin Gillespie est un peu le middleman des John Stockton. J'ai pas trouvé de nom middle, c'est pour ça que j'ai dit middleman, mais ça aurait été plus marquant. Le Gordon Hayward des John Stockton. Ça finit souvent en Gordon, Hayward. Bien sûr, le but, c'est toujours de caler Gordon Hayward. Qu'on a trop vite oublié d'ailleurs. Retraité, bien sûr, retraité. Ouais. Ah, il doit passer ses journées sur Call of Duty. Retraité, c'est ce que sa femme dit en tout cas. Lui, on l'a toujours pas entendu l'annoncer officiellement. Question sur un meneur justement, mais un meneur à l'ancienne. Question de Joseph. J'ai récemment décroché une alternance dans une célèbre marque suédoise d'ameublement. Et petit bonus, mon mentor au boulot est aussi un gros fan de NBA. On se chauffe régulièrement sur des débats basket, sauf qu'on a environ 15 ans d'écart et que clairement, la NBA des années 90-2000, je ne la connais pas par cœur. Je pense d'ailleurs être allé un peu trop loin sur un sujet sensible et sur son joueur préféré, Gary Payton. De mon côté, je l'ai comparé à un Marcus Smart, voire au mieux à un Jrue Holiday. Autant dire que je me suis attiré la foudre, il était à deux doigts de me jeter dans les cartons de meubles. Du coup, j'aimerais savoir comment classeriez-vous Gary Payton parmi les meneurs all-time? Existe-t-il aujourd'hui un joueur dont le jeu ou l'aura se rapproche de la sienne? Quel joueur actuel Il y a la personnalité et il y a le style de jeu. Je pense qu'il n'y a pas un joueur qui combine les deux, quoi. La comparaison avec Jrue Holiday, je la trouve intéressante sur l'aspect défensif, même si notre auditeur peut aller regarder où se situe Gary Payton dans les records d'interception et ce genre de choses. C'était quand même un sacré phénomène. Par contre, c'est genre Dylan Brooks avec le jeu de Jrue Holiday et en plus une créativité que Jrue Holiday a jamais eu quand même. Gary Payton, je suis désolé, les deux comparaisons là. Une petite pincée de Jalen Brunson, peut-être. Une petite pincée, tu sais, des petits morceaux de Jalen Brunson que tu mets quand ça bout, quand la soupe est en train de bouillir et tu rajoutes des petits carrés de Maggi très importants pour tous ceux qui ont des femmes africaines. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit des petits carrés, des petits, tu vois, qui embellissent le tout. Mais après, il n'avait pas non plus le talent offensif de Jalen Brunson. Bien sûr. C'est vrai, mais non, Gary Payton, c'était quand même un top meneur. Il a été quoi, deuxième dans un deuxième 5 au NBA, quelque chose comme ça. Ça va être le plus haut qu'il a dû aller taper, peut-être. Je vérifie pendant qu'on réfléchit. Très haut, quoi. Ouais, il tournait à 22 points de moyenne à une époque où il y avait beaucoup de moins de possession. Il doit même faire une saison en 2000 ou 2001. Il est quasiment à 25 points. Deux first team, 5 second team, 2 third team, défenseur de l'année 96. 9 fois dans le meilleur 5 défensif, leader des interceptions, meilleur passeur de la ligue. Non, Payton, c'est un des meilleurs meneurs de playoff. tous les temps. Il menait son équipe en playoff dans des conférences Ouest. Parce que moi, j'aime bien le côté un peu branché comme Dylan Brooks au niveau de la mentalité, mais en immensément plus fort quoi, au basket. Et Brooks étant lui-même un peu sous-côté, je trouve. C'est un bon joueur de basket, Dylan Brooks, mais il prend le côté un peu taré, mais un peu plus presque un peu plus capable d'assumer sa folie que Brooks. Parce que voilà, et en même temps infiniment plus doué. On nous demandait la hiérarchie all-time, c'est toujours très compliqué. La dernière fois, on nous demandait pour Nash et Chris Paul. Théo, tu te rappelles, on peut dire est-ce qu'on le voit mieux que tel ou tel joueur, mais le classer dans une hiérarchie. Juste là, le CV, ça montre que c'est quand même l'un des meilleurs meneurs qu'il y a eu en NBA, je pense quand même. Est-ce que Tony Parker s'est mis devant Gary Payton? Juste petite question, parce qu'il l'a comme Tony Parker. Tout le monde, non, il est pas juste derrière Jordan, Tony Parker. Tony Parker dirait non. Mais c'était intéressant, d'ailleurs, ce segment chez First Team, parce qu'il il avait taffé Payton quand même en playoff. Ouais, il se mettait devant des mecs surprenants et il se mettait derrière d'autres mecs surprenants. Il l'avait taffé. Il y a une avec des guillemets. Non, mais bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Moi, je pense qu'individuellement, juste sur le bagage individuel, talent, combo, attaque, défense, je pense que Payton était un meilleur basketteur.
Après, il y a la carrière immense de Parker qui est différente. Je sais pas si Parker, est-ce que Parker tout seul dans une équipe, enfin tout seul, hors du cadre Spurs qui facilite Il des aurait choses. mené son équipe en playoff. Oui, Après, oui. est-ce qu'il aurait fait pareil? Est-ce qu'il aurait déjà été meilleur passeur ou à chaque fois meilleur 5 Non. Il Je n'aurait pense pas pas. été meilleur Il n'aurait passeur. pas été Je- NBA First Team. Donc si on Voilà. classe Pour les moi, ça qualités, s'arrête. je pense que Peyton était un meilleur meneur. Après, pour Tony Parker, ce que je dis, c'est pas contre Parker, c'est qu'en fait, c'est extrêmement dur, je trouve, d'évaluer le talent des joueurs des Spurs de ces années-là, en dehors de celui de Tim Duncan. Parce que les autres, en fait, à chaque fois, tu te poses la question de savoir si c'est que le collectif est tellement bien rodé que ça leur permet de briller, ou si ils sont tellement obligés de rentrer dans le collectif que s'ils avaient été dans une autre équipe, ils auraient été encore plus forts. C'est très très dur ces questions-là, quoi. C'est vrai que la différence, c'est que Peyton, on a pu voir ce qu'il pouvait faire seul, ou du moins avec un peu moins bien entouré que Tony Parker. Mais ouais, la différence, je reviens sur ce que tu disais avec la comparaison avec Dillon Brooks. La grosse différence pour moi de Gary Payton et Dillon Brooks, c'est que finalement, il y avait pas tant que ça de pétage de câble, en fait. C'est-à-dire que Gary Payton, il voulait te faire sortir de tes gonds, mais lui-même n'était pas tant que ça au bord de sortir des siens, quoi. Et ça, c'est quand même une grosse différence. Ouais. Question d'Edgar ensuite qui va faire appel aux joueurs de basket que vous êtes. Il n'y a pas longtemps, je me suis embrouillé avec un ami. On perdait de 15 points en départemental 3 U15 à 1 minute 30 de la fin. Donc là, vous avez le contexte, ok. Notre coach a décidé de faire rentrer les joueurs les moins bons de notre équipe, des débutants vraiment pas bons, me précise-t-il. Moi, je trouvais ça logique, car on n'a pas Tracy McGrady dans l'équipe, donc capable de renverser la situation comme ça. Mais mon ami, Maël, pour le nommer, n'a pas trouvé ça normal pour une question de mentalité. Un match n'est jamais perdu. D'après vous et votre expérience, que ce soit en NBA ou en Détroit du Puy-de-Dôme U15, est-ce important de donner du temps de jeu quand un match est perdu ? Moi, je serais tenté de dire oui, mais toi, Théo, tu seras coach, donc tu es aussi coach en plus d'avoir été joueur, donc ce sera plus intéressant. Mais moi, je serais tenté de dire oui quand même. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si le match est gagné, largement gagné, je dirais fais tourner quand même. Tu vois, il y a des gens qui oublions jamais le facteur humain. On n'est pas payé, on paye notre licence. Imagine, tu vas. Alors là, il a parlé de départemental, mais même il y a des départements, tu tapes des longs déplacements, c'est un samedi soir. Et alors en U15, c'est pas le samedi soir, et tu viens et juste tu es sur le banc et il y a 15 ou 20 points d'écart, bah oui, fais rentrer les mecs, quoi. Moi, Ça nuit aussi. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que entre U15, 3ème div et la NBA, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, c'est pas... Là, pour le coup, t'es basketteur pro, t'es payé pour. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un facteur humain, mais au bout du compte, t'es payé pour faire ce que le coach te demande de faire, quoi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Là, la logique en U15, c'est que t'es dans la formation. Finalement, c'est cool d'être champion d'être dans la meilleure équipe de ton championnat en U15. C'est cool. Mais si t'es coach, en fait, tu prépares les futurs seniors, en fait. C'est là que ça sera vraiment intéressant. C'est là que tu veux avoir des vrais résultats. Donc, tu es dans la formation et effectivement, des joueurs débutants ou des joueurs qui sont derrière, les entraînements suffisent à personne pour vraiment progresser. Tu as besoin d'être sur le terrain dans des vraies situations. Donc, que ça soit parce que tu es devant beaucoup, que tu es largué et que tu peux les mettre sur le terrain, ou si tu arrives à trouver le moyen de les mettre sur le terrain aussi quand les matchs se jouent, c'est important pour tout le monde. Donc, moi, comme tu dis, Antoine, moi, je trouve ça logique de faire jouer. Moi, en fait, mon raisonnement, c'est ça. C'est si tu pars avec 10 joueurs, c'est que tu pars avec l'idée que tu pourras faire jouer les 10. S'il y en a, tu dis, bah non, je suis pas sûr du tout de pouvoir les faire jouer, bah dans ce cas-là, tu les emmènes pas. Ouais. Oui, et puis Edgar, ça ne vaut pas le coup de s'embrouiller avec un ami pour une question aussi futile, hein. Précisons-le quand même. J'espère que vous êtes rabiboché depuis et que ça n'a pas sonné la fin de votre amitié pour une question. Puis Maël, ça va, la Kobe mentality, là. Je savais qu'Antoine... Calmons 2 minutes, là. Est-ce que Maël fait partie de ces gens qui viennent au collège dans 15 ans lycée 15 ans lycée Collège seconde. Est-ce qu'ils viennent tout habillés en maillot des Lakers, Kobe, ils dorment avec Non, ça, c'est pas des bowlers. Il y a que c'est Arenas qui disait ça, là. Qui a dit, si tu vois un mec qui est habillé tête aux pieds, maillot des Bulls, short des Bulls, tu sais qu'il est éclaté au basket. Et comment dire, je mets plein de plus à cette take. Si le mec a le combo maillot short, non, laisse tomber. Les mecs qui ont le moins de style, c'est les plus dangereux sur les playgrounds de toute façon. Non, mais c'est pas le plus fort, c'est ça que je veux dire. Comme dans la vie. Hein. C'est clair. Bon, en tout cas, voilà, on espère que vous vous êtes rabibochés, les gars.
Question suivante, elle nous vient de El Dodo. Force à vous en direct de Maison Alfort. Une question concernant les prochaines free agency. Il y a encore 2 ans, les Celtics, les Suns, les Clippers et bien d'autres étaient empêtrés dans le second apron. Or, quand on regarde la trade deadline de 2026, ces mêmes équipes ont aujourd'hui de quoi signer de gros free agents pour les années suivantes. Ça a donc permis une pluralité des champions différents, des équipes différentes, et surtout que certains joueurs, des joueurs très clairement surpayés. Pensez-vous toujours que les aprons soient nocifs pour la NBA ou est-ce juste le fruit du hasard? Avez-vous par la même occasion des craintes concernant le salary cap de OKC et des Spurs? Force à vous, en attendant un MOOC sur les joueurs antillais ou sur l'influence de la musique dans la NBA, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Mais oui. Mais oui, carrément. Juste sur les éprons, moi je trouve que, en fait, ce que j'aime pas dans les éprons et dans la manière dont le cap est foutu, c'est que tu pénalises des équipes qui vont avoir très bien drafté. Et il y a un moment, ils pourront plus garder tous leurs joueurs, même s'ils les ont bien draftés et qu'ils les ont bien formés. Ça me gêne. Ça, c'est la partie qui me gêne. Et même des situations où finalement, quand une équipe, elle va espérer qu'un de ses joueurs sera pas défenseur de l'année ou sera pas first team all NBA, parce que sinon, ça va débloquer des avantages économiques qui viendront te pénaliser derrière. Ça, je comprends pas la logique là-dessus. Moi, je te rejoins. Je te rejoins sur ça. C'est-à-dire que c'est pas tant les épreuves en eux-mêmes. Je peux comprendre la démarche, etc. Voilà, c'est qu'à la base, c'était censé aider les petits marchés à conserver leurs joueurs et on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas. Alors oui, il y a plein de nouveaux champions et peut-être que le CBA aide à équilibrer la ligue, mais j'en suis même pas si convaincu que ça. Moi, j'aimais bien une fois un auditeur nous avait fait la proposition là tu sais, quand c'est un talent qui vient vraiment de chez toi que tu as drafté, que tu le payes, ça compte dans ta masse salariale, mais ça compte pas complètement dans ton cap. Il y a une partie qui compte pas complètement dans le cap. On pourrait faire le même truc. Si finalement ton joueur il est éligible au Supermax, toute la partie super, elle pourrait ne pas compter dans le cap tout en payant le joueur cette somme-là. Donc il y a peut-être des trucs à trouver. De toute façon, j'imagine que ce CBA, il va peut-être pas durer des masses, quoi. Ça a l'air d'emmerder tout le monde. Il y a encore 3 ans, hein, quand même. Je crois que c'est 2029, non, le prochain. Ils n'ont pas une option en général, pour ils ont toujours opt-out. des portes de sortie ici et là Ouais, pour se désengager de tel ou tel truc. Ouais, Après, faudra j'ai vu un journaliste de The Ringer là, c'est Michael Peña, je crois. Michael Peña. Ouais, qui notait très justement que ça donnait aussi, ces épreuves, au bout du compte, donnaient une bonne excuse à plein de franchises et à plein de proprios pour finalement dégraisser et même parfois affaiblir leurs équipes en disant à leur fanbase non mais de toute façon c'est à cause du cap, il fallait absolument qu'on fasse des économies, vous verrez plus tard, etc. Donc ça c'est bon, je trouve ça un petit peu tendancieux et ce qui me gêne en fait parfois, notamment sur le point qu'on soulignait à l'instant là, et c'est ça qui est très difficile à comprendre avec la NBA finalement. C'est que moi, en fait, quelque part, je m'en fous, en fait, qu'il y ait du... Tu sais, que ça change et tout, les équipes qui dominent. Tu sais, si tu gères mieux ta franchise que les autres, ben, pourquoi est-ce qu'on viendrait te mettre des bâtons dans les roues en te disant non, attends, c'est comme si on disait non, vous gérez trop bien, vous draftez trop bien, vous formez trop bien, vous avez trop bien géré vos assets, donc c'est pas juste pour les autres. Ben, les autres ont qu'à faire aussi bien. Bah, tu sais comment ça marche, parce que eux, pour le divertissement, ils ont peur de l'ennui des fans. Ce qui est débile, enfin, ce qui est débile, non, c'est pas que c'est débile, c'est pas débile, mais tu pars d'un postulat sur un truc où au final, t'en as aucune idée de si les fans ils vont être ennuyés ou pas. Donc tu imagines un scénario et du coup, ils veulent du renouvellement, des rebondissements. La ligue est un business et c'est du divertissement encore plus que du sport. Je pense qu'on en est tous conscients, quoi. Est-ce que les La NBA, proprios, c'est du sport, mais c'est encore un truc au-dessus. est-ce que les proprios des franchises qui travaillent pas bien, des mauvais élèves, est-ce qu'ils mettent pas non plus des pressions pour rééquilibrer leurs erreurs, enfin pour que leurs erreurs ne leur reviennent pas dans la tête mais parce que je suis d'accord avec Théo, moi je serais toujours pour récompenser ceux qui travaillent bien sur la durée, indépendamment du fait qu'ils soient sur un gros marché ou pas. D'ailleurs, j'ai assez dit à quel point ça m'agaçait avec les gros marchés et ces faveurs-là. Surtout qu'en fait, avec la draft, quand tu as une bonne équipe, tu draftes pas très haut. Donc, par définition, normalement, il y a un moment où tu es censé rentrer dans le rang. Donc, si tu arrives encore à te maintenir et à te maintenir, c'est que vraiment, tu as du talent. Donc, on n'est pas obligé de toujours casser le truc. Après,
j'imagine qu'il y a une crainte, c'est que tu es obligé de mettre des limites parce que sinon les Lakers, ils pourraient signer. Je veux dire, on est obligé de mettre un cap, quoi. S'il n'y a pas de salary cap, comme c'est le cas par exemple, je crois qu'au vélo, il n'y a pas de salary cap, ou en tout cas il n'y en avait pas à une époque. Les Lakers, ils auraient 10 joueurs All-Star, tu vois. Enfin, j'exagère. Et certaines équipes signeraient jamais personne. Mais je pense effectivement qu'on n'est pas non plus obligé toujours de vouloir équilibrer à tout prix la NBA, quoi. Non, le cap, comme toi, parce qu'effectivement, le cap, ça permet de se dire, bon, on joue tout le monde joue avec les mêmes règles. Mais derrière, c'est pareil. Sauf Tu sais les Clippers. vous savez que même sur la loterie, moi, je suis hyper partagé. Hein, je comprends pas pourquoi on récompenserait systématiquement des équipes qui sont mal gérées, parce qu'en fait, il y a des moments, c'est tout le temps les mêmes équipes. Je me rappelle des années où les Cavs draftaient, sont allés chercher, je sais pas combien de fois, des mecs en tête de draft. Tu dis, mais c'était même pas un plan, en fait. C'est juste, ils sont mauvais, quoi. Et donc, l'enchaînement Wiggins, Bennett, Kyrie, Wiggins, Bennett. Bah ouais. Kyrie, ils ont eu beaucoup de chance. Kyrie, c'est le pic des Clippers pour le coup. Ils avaient eu vraiment beaucoup de chance. Mais quand même. Malgré tout, c'est quand même eux, tu vois. Il y avait pas si LeBron n'était pas revenu entre temps, les Cavs seraient peut-être toujours dans la. Enfin, là, ils y sont plus depuis quelques années, mais ils seraient restés dans la médiocrité pendant toutes ces années-là. C'est pour ça que je suis très partagé sur toutes ces questions-là. Et puis, il y a un truc qui est tout simple, c'est que même si tu enlèves ça, les joueurs, ils vont se blesser. Les joueurs, ils sont pas immortels. Donc de toute façon, il y aura un renouvellement. Il y a du renouvellement. Bah oui. Ouais. Il y a une autre question free agency qui nous est posée par David Steve. Ma question concerne les contrats Supermax. N'ont-ils pas tué la free agency des stars et superstars et fait du marché des trades le marché principal pour obtenir des grands noms? J'ai commencé à suivre la NBA depuis 2013 et j'ai toujours eu l'impression que la free agency, en particulier les années où il y avait plusieurs superstars libres la même année, était une période pivot de la saison à venir. Je pense notamment à 2019 avec les signatures de grands noms dans tous les sens, ou 2010 avec LeBron et Bosh à Miami plus prolongation de Wade. Mais depuis quelques années, les joueurs les plus forts ou importants de la ligue obtiennent le max ou un très gros salaire. Et dès que la situation ne leur convient plus, demandent leur trade. Les joueurs cherchent tous le max, ce qui est normal, mais j'ai l'impression que parfois ils prennent la franchise en otage avec leur contrat. J'ai l'impression que désormais la free agency ne concerne plus les stars ou superstars, mais les bons role-players, car les joueurs au max ont juste à signer leur contrat et à partir dès que c'est fait, si le club ne leur convient plus, sans attendre la fin de leur contrat. Petit bonus théorie du complot, les joueurs n'ont-ils pas du coup tellement pris le pouvoir en demandant ces trades comme bon leur semble, quitte à mettre leur franchise en difficulté, que le trade de Luka Doncic ne serait-il pas un coup de pression des dirigeants propriétaires pour rappeler aux joueurs que ce n'est pas toujours eux qui ont le fin mot de l'histoire? Sauf qu'il y a une franchise qui s'en sort beaucoup mieux qu'une autre sur ce trade, et c'est pas celle qui a tenté de mettre le coup de pression, quoi. Et je pense qu'on n'a pas encore les retombées financières de cette affaire-là, mais Dallas était l'une des équipes qui vendait le plus de maillots avec Luka Doncic. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors Cooper Flag, je ne sais pas exactement combien il est dans la vente de maillots, mais malgré Cooper Flag, Dallas n'aura évidemment absolument pas les mêmes retombées financières. Donc si on était sur le coup de pression des proprios, c'est raté, quoi. C'est l'équipe qui a récupéré Luka Doncic qui, elle, à l'inverse, quand on aura les retombées, ça va être intéressant de voir à quel point les Lakers ont encore pris une autre dimension, parce que vous avez déjà vu beaucoup de maillots d'Anthony Davis, maillots des Lakers floqués Anthony Davis. Il doit y en avoir quelques-uns, hein, mais c'est pas non plus, alors que des Luka Doncic, ça se vend comme des petits pains. J'ai vu un Anthony Davis à Dallas, oui, à Paris. Le mec boitait un peu, je me suis demandé si c'était pas le vrai Anthony Davis d'ailleurs, mais véridique, le mec avait pas l'air en très très grande forme. Alors, au niveau gabarit, il jouera pas jusqu'à la fin de la saison, hein. Il peut être à Paris, à Bali, on n'a aucune idée là. C'est méchant. Alors la question est intéressante. La vraie question, c'est celle qui est pointée du doigt. C'est le fait que maintenant les stars, de toute façon, demandent le max, demandent le plus gros contrat possible, quitte à demander un trade de 2 ans par la suite. Alors moi, je suis partagé. Non, mais je prends des pincettes parce que je suis pour que les joueurs gagnent de l'argent. C'est sur eux et sur leur talent et leur travail que repose toute la ligue. Donc je trouve ça les salaires, oui, on peut dire ils sont absurdes par rapport à quand tu regardes. C'est des mecs qui mettent un ballon dans un panier. Il se trouve que finalement le fait qu'ils le fassent et qu'ils le fassent à ce niveau-là génère énormément d'argent. Donc je préférerais toujours que l'argent est dans les poches des joueurs plutôt qu'elle aille dans la poche de proprios ou de gens qui n'ont pas leur talent. Ceci étant dit, je trouve effectivement qu'il y a une dérive dans tout ça et que
on en oublie que quand tu as signé un contrat, tu t'engages à fournir un travail pour une durée. Et on ne te demande pas, en fait, la question, c'est pas de savoir si tu seras content de faire ce travail-là dans 2 ans plus tard. C'est tu dois continuer à le faire. Et là où il y a une faiblesse de la part des franchises, c'est que c'est vrai qu'effectivement, quasiment systématiquement, c'est les franchises qui finissent par baisser, par fléchir et par accepter que les joueurs dictent leur destinée. Dans certaines situations, ça se justifie. Un joueur qui a été une superstar d'une franchise, qui l'a emmené très loin, et à un moment, il demande à partir. Je trouve ça très bien il y a une espèce de retour d'ascenseur où la franchise dit non, mais on comprend, on va chercher le meilleur parti, et puis on va essayer de t'envoyer là où tu veux. Mais maintenant, il y a un côté un petit peu automatique où tu as l'impression que non seulement les mecs peuvent demander à partir, et en plus, ils peuvent exiger de dire moi, je veux partir à telle destination ou telle destination. Et là, effectivement, il y a un glissement qui est un peu problématique, je trouve. Ouais, c'est fatigant. On sait que ça va arriver à chaque fois qu'un tel, il lui reste 2 ans de contrat. Enfin, c'est fou de se dire que maintenant, à 2 ans de contrat, il y a un péril, quoi. Il y a le péril de le perdre. Avant, t'avais l'impression qu'il y avait un petit matelas de sécurité, que tu commençais légèrement à t'inquiéter, éventuellement, à partir de cette date-là. Là, 3 ans, 4 ans de contrat, maintenant, le mec peut dire, attention, si je suis pas satisfait, dans 2 ans, enfin, je sais pas. Moi aussi, je trouve que c'est un peu désolant. Vas-y, Shay. C'est aussi un peu de la faute des franchises, juste Oui. dans le sens où les franchises aussi, enfin, comment dire, c'est pas que c'est de leur faute, mais elles y ont trouvé aussi leur compte aussi, parce qu'il y a la menace de sinon vous me perdez sans contrepartie. Bien sûr. Et les franchises, finalement, des fois se disent, ah bah ça vaut mieux de l'échanger que de le perdre sans contrepartie. Mais moi, je vous rejoins tous les deux. Déjà, évidemment, je suis pour que les joueurs touchent plus et la thune. C'est normal, c'est eux qui ont le talent, etc. Ça dépend comment c'est fait, mais je pense que des fois, les franchises devraient avoir moins peur de dire non. Ou surtout, c'est-à-dire, les joueurs, ils pensent à leur gueule, moi, ça ne me choque pas. Les franchises, elles pensent à leur gueule aussi. Tu vois, quelque part, on voit comment les franchises se comportent avec les joueurs. Donc, que les joueurs pensent à leur gueule, quand un joueur demande son trade, moi, ça ne me choque pas. Par contre, une fois qu'il a demandé son trade, je pense que les franchises devraient moins avoir ce truc de « je vais arranger mon gars ». Ben non, pourquoi en fait? Je vais prendre la meilleure offre possible. Alors oui, s'il y a 2 offres similaires un peu, je peux voir avec lui, je peux l'accompagner dans cette demande de trade, selon aussi comment ça se passe, selon l'état. En fait, c'est du cas par cas, tu vois. Mais les franchises aussi ont un devoir derrière, je pense, de se dire, bah, vu qu'on est de toute façon dans un système égoïste où chacun pense pour sa gueule, bah, nous aussi, à ce moment-là, on va penser pour notre gueule. Et si on décide qu'il n'y a pas d'offre maintenant, on t'échange pas maintenant et on t'échange quand il y a une bonne offre et point, quoi. Je pense quand même si l'important c'est à relativiser, mais le paramètre relationnel avec les agents, les machins, tu vois. Si Rich Paul il dit cette franchise-là, elle a pas voulu nous faciliter, est-ce que je vais convaincre mon gars d'aller. Enfin, je sais que le jour où la franchise elle propose le meilleur contrat possible à son gars, Rich Paul il va. Si Rich Paul, donc imaginons les Pelicans, ils ont fait un sale coup à un joueur de Rich Paul, mais à un moment ils sont prêts à donner 60 millions à un autre gars qui est représenté par Rich Paul, là où personne d'autre lui donne plus que 45. Je peux te dire que si Rich Paul il dit au gars non, prends pas les 60 millions, ces gars-là ils sont pas bons, je pense qu'il va vite se faire virer, tu vois. Donc, je veux dire, t'as raison, hein, ça compte, t'as tout à fait raison. Le rationnel a forcément un truc. Mais des fois, on en fait un peu des masses. Tu sais, même à être persuadé que, mais faut bien traiter ces stars parce que sinon les stars vont plus signer. Bah, on l'a dit, les stars, elles signent plus en tant que free agent. 2, je suis désolé, si t'es une petite franchise, de toute façon, tu vas pas attirer une superstar. Donc, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Chacun fait ce qu'il y a de mieux pour soi. C'est dommage, hein, c'est triste, c'est égoïste, c'est individualiste, mais on en est là, quoi. Ouais, je voudrais juste tempérer un petit peu ce que j'ai dit, parce que là où ça me gêne vraiment dans les demandes de trade, c'est quand tu vois qu'il y a eu un calcul manifestement qui a été fait du joueur en se disant je vais prendre l'argent parce que je vais prendre jusqu'au dernier centime, mais je sais très bien que je vais pas vouloir rester dans cette équipe. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. C'est dans ces situations, parce qu'après si ça se passe mal, moi je trouve ou que la franchise fait pas ce qu'elle avait dit qu'elle ferait en étoffant l'équipe, là je trouve que c'est légitime que des joueurs puissent demander des trades. Donc ça dépend un petit peu des situations. L'autre élément en fait qui est fort, c'est que maintenant les mecs gagnent tellement d'argent que finalement d'une certaine manière ça a renforcé aussi leur pouvoir, parce que s'ils prennent un petit peu de recul, tu peux te dire mais tu vois, tu peux refuser une extension, les sommes sont totalement dingues, mais tu peux aussi dire mais de toute façon j'ai mis tellement d'argent de côté déjà
que au pire, moi je vais au bras de fer et puis derrière je signe pas l'extension, peut-être je vais perdre de l'argent. Regarde Luka Doncic finalement dans le trade, il a perdu énormément d'argent en étant tradé aux Lakers. Mais au bout du compte, c'est des sommes qui sont tellement astronomiques que c'est jamais de l'argent qui va lui manquer. Il va jamais lui manquer ça pour s'acheter une baguette ou même une maison. Il sera ou jamais à même, 80 millions près, quoi. ouais, c'est ça. Donc les sommes deviennent tellement folles que finalement les joueurs d'une certaine manière, du moins les meilleurs joueurs, c'est ça, Oui, les meilleurs les joueurs. joueurs les mieux payés. Parce qu'en fait, à l'image de la société, c'est un peu pareil en fait. T'as des super méga stars qui prennent des sommes folles et des contrats en dessous qui sont bien sûr par rapport à n'importe quel job, tu dis c'est tous des millionnaires. Mais en fait, il y a la classe moyenne en NBA elle tend aussi à disparaître d'une certaine manière. Donc pour les très grands joueurs, ou du moins les mieux payés, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ouais. On part en FIBA avec une question de Denis. Alors que notre formation française est internationalement reconnue et que la Betclic Elite est considérée comme une excellente ligue en Europe, comment se fait-il qu'aucun coach français n'arrive ou n'a le goût d'exporter son talent et ses compétences dans l'un des grands championnats, Espagne, Grèce, Turquie, Italie ou Allemagne, alors que nos joueurs performent eux en nombre dans tous ces championnats? Du côté féminin, nos entraîneurs partent à l'étranger et même diriger certaines des meilleures équipes d'Europe comme le Fenerbahçe avec Valérie Garnier. La soupe est-elle trop bonne en France avec une certaine stabilité assurée contre l'insécurité et le fait d'être sur un siège éjectable à l'étranger? Ou y a-t-il des spécificités tactiques en France qui ne correspondent pas au coaching dans d'autres championnats? Et petite question, messieurs, savez-vous quel est le dernier coach français en date à avoir coaché dans l'un des championnats évoqués par Denis, c'est-à-dire Espagne, Grèce, Turquie, Italie ou Allemagne? Ça a 24 ans quand même. C'est non, c'est pas Grégor Benio? Absolument, Greg Benio à Varese en Italie. C'est ce que nous précisait Denis. Donc, alors, est-ce que, coach français, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique que nos coachs ne s'exportent pas bien? Bah, c'était une des questions qu'on a évoquées dans notre MOOC 17 French Touch, là, parce que justement, on se Exactement. posait cette question notamment. Alors, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, c'est une combinaison de réponses. La première, je pense qu'il faut commencer quand même par là. Je pense que pendant longtemps, notre basket a été méprisé au niveau européen par les autres nations, parce que nos équipes nationales n'étaient pas performantes systématiquement, parce que même nos meilleurs clubs avaient beaucoup de mal à accrocher ne serait-ce que les phases de play-off de l'Euroleague. Donc longtemps, je pense qu'on a été méprisé par l'Europe du basket. Même si ça bouge, on le voit avec nos joueurs maintenant qui jouent des rôles majeurs dans tous les championnats d'Europe, pas simplement en France ou en NBA, ça bouge, mais je pense que ça bouge un peu moins vite pour ce qui concerne les entraîneurs. Ce qui ressortait aussi un petit peu de ce dont on parlait dans notre MOOC, c'est qu'une des barrières aussi, c'est notre manque pendant longtemps aussi de maîtrise de l'anglais. Et que ça a pénalisé pas mal de gens. Même, on se posait la question de savoir si Vincent Collet pourrait pas avoir une opportunité d'être, ne serait-ce qu'au moins assistant coach. Là, on sait qu'il est consultant pour les Cavs, mais peut-être un rôle actif dans une franchise. Là, c'est Rémi Reverchon qui était notre rédacteur en chef exceptionnel sur ce numéro qui émettait des doutes peut-être sur... en fait, il n'émettait pas de doute sur le fait que sur la capacité de Vincent Collet à pouvoir jouer ce rôle-là dans une franchise, mais plutôt sur le fait que des franchises pourraient être frileuses à lui confier ce genre de responsabilité pour ce type de raison. Donc ça joue aussi. Et pour le reste, il y a effectivement, je pense, un système... une espèce de... Je sais plus comment était formulée la question, la soupe est trop bonne en France. Il y a deux choses en fait, c'est que déjà pendant longtemps il y avait très peu de turnaround aussi des coachs en France. C'était un petit peu toujours les mêmes qui passaient d'une équipe à l'autre. Il y avait peu de place finalement pour des jeunes coachs d'émerger. Et dans ce cas-là, c'était plus simple pour des coachs en place de rester dans leur championnat certainement. Donc je pense que tout ça joue. À voir pour la suite, à voir si ça va finir par évoluer. Et c'est vrai que faut reconnaître que chez les filles, que ce soit Valérie Garnier ou je bute sur le nom du coach du Connecticut. Rachid Méziane. Rachid Méziane, merci. Voilà, lui. Les deux, leur niveau d'anglais aux deux n'est pas extraordinaire non plus, cela dit. Mais ils arrivent maintenant à compenser ces lacunes-là. Et Vincent Collet, qui a une très bonne compréhension de l'anglais et une expression correcte. Moi, je me pose quand même la question, en tout cas pour la NBA et pas tellement pour les championnats européens, parce que nous, on récupère bien des coachs italiens qui ne parlent pas spécialement bien français. Ça arrive. Ah bah coach en anglais, hein, toi. Voilà. Voilà. Je pense quand même que le degré de... Enfin, il faut vraiment avoir un très bon niveau d'anglais ou des années d'expérience aux États-Unis, je pense, pour que ça fonctionne, pour avoir le job. Tu vois, c'est pour ça, pour Collet, je revenais spécifiquement pour Collet. Parce que là, tu vois les coachs étrangers en place. Rajakovic, il a quand même
traîné sa bosse aux États-Unis et il parle très très bien anglais. Il y a un léger accent, mais je pense que ça a été une limite quand même. L'anglais, c'était une vraie limite. Mais à voir si ça va bouger pour la suite, parce qu'effectivement, pour le coup, aux États-Unis, enfin, notamment les coachs de Team USA qui ont toujours été très élogieux envers Vincent Collet, que ce soit Greg Popovich ou même Steve Kerr, je pense que ça a quand même marqué un petit peu les esprits. Le fait qu'on ait de plus en plus de joueurs et de joueuses maintenant qui arrivent au plus haut niveau, qui vont prendre leur place en NBA, en WNBA, ça forcément, tout ça va contribuer à mettre le focus sur ce qui se passe chez nous, de même que les matchs télévisés de Victor Wembanyama ont aussi mis un focus sur ce qui se passait en France, le fait qu'il y ait une équipe qui s'appelle Paris, qui joue l'Euroleague et qui soit bonne, tout ça fait, et que les derniers coachs qui sont passés par Paris sont devenus head coach en NBA, hein, des coachs qui n'avaient jamais coaché à ce niveau-là à l'époque. Thiago Splitter et Tuomas Isalo sont désormais des head coachs en NBA. Tout ça, ça va, même si c'est pas des Français, leur passage en France a quand même été déterminant dans le fait qu'ils puissent avoir ce genre de job. J'imagine que ça va faire bouger les choses, mais c'est vrai que c'est le dernier domino qui peine encore à tomber. Ouais. Question d'Olivier sur une toute autre thématique. Je pensais que c'était terminé, et même si je regarde peu de matchs en direct, j'ai regardé Spurs Magic et j'ai tiqué en entendant de la musique dans la salle pendant que les joueurs étaient sur le parquet. Je connaissais le NBA Showtime avec les pom-pom girls, les paniers du milieu de terrain à 100 000 $, les cracheurs de feu, montreurs d'ours, mais à la mi-temps ou pendant les temps morts, est-ce que cela peut déconcentrer les joueurs d'après vous, notamment des joueurs rookies européens qui ont l'habitude du bruit d'ambiance des supporters? Est-ce qu'à votre humble niveau de joueur et de coach, cela vous gênerait? Moi, perso, si je joue et que j'entends un gros son hip-hop, je tire dos au panier du milieu de terrain en étant sûr de mon coup. Surtout que ce n'est pas à tous les moments des rencontres, mais à des moments précis, comme les débuts d'action avec annonce des lancements de jeu. Il n'y a pas de musique quand vous jouez derrière? Non, il y a pas de musique, mais c'est vrai que là, pour le coup, je pense que les joueurs, ils sont tellement habitués, ça fait des années que c'est comme ça maintenant. Je suis partagé sur tous ces aspects-là. Moi, j'aime bien quand on entend le terrain, quoi. En tant que fan, j'aime bien quand on entend le terrain. Ce qui me manque parfois quand tu vas voir des matchs, c'est que en fonction dans certaines salles, t'as l'impression on te remplit les oreilles de bruit en permanence. Tu peux même plus échanger avec ton voisin à côté. À un moment, parler du match. Donc c'est mon côté vieux qui souligne ça sans doute. Je suis pas fan de la musique pendant les matchs. Ouais. Je pense que du point de vue des joueurs, à mon avis, à un moment, ils sont tellement dans leur match qu'ils entendent même plus de toute façon ce qui se dit autour. Mais en tant que spectateur, à l'Euro, alors que les salles n'étaient pas pleines, quand tu te manges 3-4 matchs dans la même journée, tu rentres, t'es fatigué. Hein. T'es nerveusement, Faire comme la mélo, faut jouer avec des AirPods, c'est tout. Il n'y a pas de problème après comme ça. Ce serait tellement drôle. Les Hornets, ça pourrait être un article du Gorafi. Les Hornets se rendent compte que la Melo Ball joue en réalité avec des AirPods depuis le début de sa carrière. Ce qui explique pourquoi ils n'écoutaient pas les consignes. Avec Théo, on avait dû faire un 5 des joueurs qui jouaient avec des AirPods la dernière fois, dans un des CQFR où t'étais pas là d'ailleurs. C'est une très bonne idée de 5 majeurs. Ouais. Mais après, pour répondre à la question, là, est-ce que ça perturbe les joueurs? Moi, ça les perturbe pas du tout. Hein. Je pense que c'est plus facile de jouer pendant qu'il y a un morceau de Mobb Deep qui passe que d'aller jouer un match au Pana où t'as les fans qui hurlent, tu t'entends. Même pendant les temps morts, il y a des matchs où tu n'entends même pas ce que le coach il dit en fait, tellement ça hurle, ça gueule dans tous les sens. Ça, c'est des ambiances qui sont plus perturbantes. Moi, à titre super personnel, ça m'est arrivé très rarement, mais je me rappelle d'un match. Je sais plus où c'était en le 92 là, où ils avaient ramené une espèce de mini fanfare avec les tambours et tout. Et j'avais surkiffé moi. On était à l'extérieur et tout, mais moi c'est des moments que j'aimais bien quoi. Quand il y avait du bruit, ça gueule, ça fait monter l'adrénaline. Exactement, ça crée une espèce de tension. Il a pris des tirs du milieu de terrain et tout. Non, quand même pas. Mais par contre, c'est vrai que ça te perturbe en fait. Mais là, c'est tous les niveaux. Hein. Quand ça gueule, tu veux faire tes annonces, t'as intérêt à avoir aussi travaillé ta signalétique et le fait que les joueurs ou les joueuses soient habitués à se regarder les uns les autres. Hein. Sinon, t'entends rien. Hein. Moi, je me souviens de tournois de foot dans des contrées un peu éloignées où t'es en train de jouer et puis t'as le micro. Les merguez seront servis à 14h. Ça perturbe parce que tu te dis, ouais, je suis quand même pas, je suis très loin d'être un joueur pro, mais quand même c'est dur, tu vois. Il y a le folklore et puis il y a ça. Et là tu te dis, mais gardez-moi en deux. Ça arrivait.
Allez, deux questions légères pour terminer. La première d'Anthony. Cette semaine doit être bien chargée pour vous avec la NBA Trade Deadline. Vous aurez donc bien mérité un petit week-end de repos. En parlant du week-end, il sera marqué par quelques événements sportifs. Je ne parle même pas du classico entre le PSG et l'OM. Une petite question en parallèle du basket pour vous. Allez-vous suivre certaines épreuves des JO d'hiver? Allez-vous regarder le Super Bowl? Ou peut-être seulement le show de la mi-temps avec Bad Bunny? Je n'ai jamais regardé un Super Bowl. Jamais. Il est fier en Ah oui plus et il Je milite. ronfle. Vous voyez quand on dit on ronfle, je Ouais. ronfle complet sur le Super Bowl. Pour reprendre un peu les expressions de nos camarades du WFC, là, où quand ils parlent des gros dodos qu'ils font, tu vois, je me fais écraser par un poids lourd sur la A6 et je fais 1 an de coma, tu vois. Je n'ai rien à faire du Super Bowl. Vraiment, littéralement rien à faire. Il est excité par des étapes de place du Tour de France, par contre. Hein. Je préfère. Je dors aussi sur le Tour de France, mais je dors moins que sur le Super Bowl, quoi. Non, rien à faire du Super Bowl perso. Les jeux d'hiver, ça m'intéresse pas non plus, pour être honnête, évidemment, mais et l'atmosphère olympique, genre, je pourrais, si j'avais la foi et un peu plus d'argent, je pourrais aller me faire un week-end à Milan, tu vois, mais pour être sur place et pour goûter à l'atmosphère des JO. Mais sinon, non, j'en ai un peu rien à secouer aussi. Ouais, c'est un peu l'inverse. Les jeux JO d'hiver, franchement, ça m'a jamais intéressé, sauf une année où je suis tombé. Je sais même pas comment à regarder c'est quoi, avec je sais même pas comment ça s'appelle, le saut à ski là, le saut avec le gros, pour essayer de comprendre en fait, et regarder et me dire lui je pense qu'il va aller loin, essayer de comprendre, et en fait non, pas du tout. Donc maintenant j'ai juste compris qu'il fallait être bien équipé, bien outillé dans son caleçon pour aller plus loin, vu les dernières pratiques de triche à ce sujet. Incroyable. Mais non, les JO d'hiver, non. Par contre, Super Bowl, si, j'en ai vu plein. Ado, je me levais la nuit pour les mater. Je me rappelle de Super Bowl avec Joe Montana, etc. À l'époque, à l'ancienne. Maintenant, j'ai plus la force, donc je regarde plus en direct. Mais il m'arrive je regarde un petit peu ce qui se passe le lendemain de loin, mais non, j'ai plus le temps ni la force de regarder en direct. Mais c'est plutôt ça m'aurait plus branché de continuer à faire ça plutôt que de me passionner pour les JO d'hiver. Pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant de ce à quoi tu faisais allusion, il y a un skieur, un spécialiste du saut à ski, il y a une enquête parce qu'apparemment il serait piqué le sexe avec de l'acide hyaluronique pour donc faire grandir son sexe et que ça lui offre une meilleure pénétration dans l'air et lui permettre de sauter plus loin. C'était pas une blague, c'est véridique, c'est considéré comme du dopage au saut à ski. Voilà. C'est assez. Toi, tu suis toujours la Super Bowl là. Ouais, le Super Bowl, je rate pas. Sur la saison régulière, je regarde rarement les matchs, alors surtout pas en direct, mais ça m'arrive de regarder un peu les résumés. Bean fait des très bons trucs là-dessus. En saison régulière, je regarde un peu. Alors c'est un des rares sports où je fais pas de Fantasy League, parce que j'arrive à me faire chauffer sur des Fantasy League vélo, foot et autres, mais pas la NFL. Mais le Super Bowl, ouais, c'est un peu un rituel. Souvent, on regarde ça entre potes et même les saisons où j'ai vraiment rien suivi, ça reste cool. Je m'endors une fois sur deux. Et du coup, on est obligé de faire des petits jeux pour rester éveillé, mais sinon, j'essaie quand même de suivre. Culturellement, je trouve ça cool. Enfin, c'est très, très américain, mais je trouve ça sympa. Par contre, les JO d'hiver, je dois bien avouer, le curling, des trucs. T'es pas passionné par le curling? Ouais, le curling, si je tombe sur du curling, je peux être un peu happé parce que c'est marrant, c'est pas très long. Tu vois. Par contre, ouais, les épreuves de ski, le vrai truc, et je suis désolé pour nos auditeurs qui aiment ça parce que c'est un sport dans lequel la France gagne beaucoup de médailles de championnats du monde et autres. Le biathlon, c'est vraiment le truc, c'est le sport qui me passe le plus par-dessus la tête. Je comprends pas qu'est-ce qui est fascinant dans le biathlon, c'est très dur. J'imagine. Ouais, des chasseurs alpins, c'est un sport de chasseurs alpins, quoi. Mais je suis ni chasseur ni alpin, donc ça m'intéresse pas trop, quoi. Et je pense, pour peut-être aller plus loin, que les gens qui sont vraiment passionnés par les sports d'hiver, c'est quand même ceux qui ont fait un peu de ski dans leur vie. Or, j'ai fait une fois du ski dans ma vie à 20 ans et j'avais une attelle au genou, donc j'ai fini par faire de la luge au bout de 24 heures. Je pense que ça aide d'avoir un peu une culture sport d'hiver quand même. J'ai jamais skié, perso. Jamais. T'as déjà skié, Théo, non? Ouais. Vite fait, parce qu'un pote m'avait invité, mais non, c'était pas. On est trop des. Et puis après, je voulais pas risquer de me niquer le genou, alors que de toute façon, mon sport c'était le basket, donc le jeu en valait pas la chandelle pour moi. C'est là où je vois, on est des banlieusards quand même, alors que Théo est traité de bobo parisien, mais quand même, plus de 35 ans, il n'y en a pas un seul qui a fait du ski. Enfin, toi, brièvement, on va dire ça à la limite. Une fois. Mais
Voilà. J'avais fait les cours et tout. Enfin, on avait pris les T'avais cours de fait ton ski. étoile. Non, même pas. Mais le premier jour, ça se passe bien. Mais je rappelle que j'avais une attelle. Je m'étais blessé au genou au foot, genre 15 jours avant de partir. Et donc, ça se passait bien le premier jour. Et puis, le deuxième jour, je suis tombé une fois. Et après, je suis tombé 36 fois. Et j'ai dit, vas-y, fuck, on va manger au resto d'altitude et on va faire de la luge. Voilà. Ah oui, ça c'est cool. Ça, c'est bien. Mais le décor, la montagne me plaît bien. J'aime bien le cadre de la montagne. Mais les sports d'hiver et le biathlon, vraiment, pourtant, entre les fourcades et autres, on a des médailles d'or tout le temps. Je vois des gens qui se hype sur les réseaux. Ouah, c'est incroyable, regardez. Et je regarde, ça me dépasse. Je comprends pas. Il y a même une pub que je me tape en ce moment systématiquement avec un mec qui s'appelle Marco qui est censé être un champion français de curling. Là, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur cette pub là. Mais du coup, je fais du hateage de base à chaque fois que la pub passe au grand dame de mes enfants. Je fais t'es nul, Marco de manière purement gratuite. vous tomberez dessus un jour. Vous tomberez dessus. Vous pourrez On pas valide y que le échapper bobsleigh. vitam aeternam. Je ne savais pas. Alors là, Google me dit qu'il y a un Marco Ferraro, curleur canadien. C'est pas un vrai Marco, hein, c'est un Marco de publicité. C'est une pub totalement fictive. Donc t'inquiète pas. Parce que là, ça change tout. Si on a un mec qui est super balèze au curling, je peux me mettre. On a une équipe de curling. Il y a des gens en France qui font du curling. Je sais pas. Il y en a forcément. Sport improbable quand même. Juste pour finir, parce que la question je suis quand même curieux de voir le show halftime du Super Bowl. Je suis pas du tout fan de la musique de Bad Bunny. Par contre, quelqu'un que je connaissais pas du tout, mais que j'ai découvert un petit peu ces dernières années, je trouve quand même très sympathique à plein d'égards. Donc je suis curieux de voir ce qui va se passer. Sur ses discours lors des cérémonies de remise des prix, par exemple. Plusieurs opportunités où je l'ai vu. Je l'ai trouvé très bon dans le film d'Adam Sandler qui est sorti cette année, la suite de un film où il joue un joueur de golf. Là. Vous voyez pas ce film, ça vous dirait une comédie? Si, mais j'ai oublié le nom aussi. Il a fait la suite, genre 25 ans plus tard, de ce film qui avait cartonné à l'époque. Il y a plein de stars qui font des apparitions, et notamment il y a Bad Bunny qui fait son caddie dans le film, et j'ai trouvé très bon. Moi, ça fait des années que je vois son nom, mais j'aurais été infoutu de reconnaître sa musique ou de le reconnaître dans la rue si je le croisais. Sa musique, je saurais pas te dire. Hein. Ça fait partie des gens, ça fait partie des gens super connus que j'arriverai pas à reconnaître dans la rue. Mais oui, le show de la mi-temps, je préfère quand c'est des artistes que je connais et que j'aime bien, mais écoute, on laissera sa chance au produit ce week-end. Voilà. Il y a une dernière question, là aussi, on n'est pas du tout dans le basket, mais je lui avais promis que je la poserais. Question de Amato Yoshi. Je fais suite à une discussion que je viens d'avoir avec Shai ainsi qu'aux quelques échanges que nous avons eus sur un réseau social dont je tairai le nom. Question qui n'a absolument rien à voir avec le basket, mais qui devrait pourtant en dire long sur notre rédaction préférée. Quel serait votre top 3 des films d'animation Pixar ? J'ai le plus grand mal à comprendre pourquoi Shai place Toy Story dans son panthéon, si ce n'est dû à une certaine nostalgie et plus globalement à des goûts discutables. Le mec supporte quand même le Orlando Magic. Je suis très curieux de savoir si Théo, du fait de son âge avancé, comprend de quoi nous parlons. Et surtout, c'est ma fête ou quoi? Et surtout de connaître le classement d'Antoine, aka Dark Pimel. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je suis en train de regarder. C'est que moi, je me mélange un peu. Ouais, moi aussi, tout de suite, je mets Wall-E tout en haut. Okay, ça, c'est sûr. C'est bien. Je l'ai pas vu, moi. Sûr. Tout le monde m'a dit qu'il est incroyable, ce film. On vit... C'est... Alors, vas-y, je fais la pub pour Wall-E pendant que tu... Je l'avais présenté même dans un épisode du Culture où on faisait... Ce film que je trouve incroyable parce que c'est un super film pour les enfants. C'est aussi un film d'adultes, pour les adultes. Et tu as toute une réflexion sur l'évolution de la société par rapport à la technologie, aux intelligences artificielles, etc. Et la manière dont on est de plus en plus assisté et où on a de moins en moins le goût de l'effort, tout ce qu'on fait en termes d'écologie, etc. On est en plein dedans. Je trouve que ce film, il est incroyable. Donc je le mets en premier. Après, il faut qu'on me donne des visionnaires. Parce que je m'en... Ouais, il est visionnaire. Je me suis fait la liste là. Alors, c'est vrai que je les ai pas tous vus. Toy Story 1 reste mon GOAT sur les Pixar. Parce que je pense que je me le suis pris un peu plus jeune que d'autres. Donc, forcément, j'étais en âge d'apprécier. J'ai bien aimé Cars, moi. Alors que pourtant, j'étais déjà assez vieux. Mais j'ai bien aimé Cars. Et je vais mettre Vice Versa, que je trouvais cool. Magnifique, Vice Versa. Voilà pour mon top 3. Magnifique, même la suite est très bien. Ouais. Moi, justement, dans notre discussion, la discussion en question, j'avais mis Ratatouille en 2, parce que j'adore Ratatouille aussi. Sympa, Ratatouille. Dès que ça parle de bouffe, moi, c'est bon, je suis dedans, il n'y a pas de problème. Oh, j'avais 6 ans quand Toy Story est sorti. Ah ouais. Wow. Dans les autres, Théo, je sais pas si parmi ceux que je regarde, je vais te mettre... donc, je mets Wall-E en premier. Ouais. Je mets Lao en 2. Il y a des scènes qui sont touchantes, comme c'est pas permis, là, le début...
Le début, il est assez lourd. C'est dur de ne pas être pris par l'émotion dès le départ. Donc, je vais mettre ça et je vais mettre... Ouais, je crois que je vais mettre Vice Versa en 3. Très bien, vice versa. Ah, je ou connais. Coco. Non, je vais mettre... Putain, dur, mais Coco, je suis poussé c'est par- le Pixar que j'ai pas vu, mais je sais qu'il est bien. mes enfants Ah, sont on l'avait archi pas, fans. on Je l'avait l'ai pas vu, c'est au montré. Mexique, hein, c'est ça? Je l'ai vu. Ouais, celui-là. c'est sur la... Ouais. Non, je vais sais mettre... qu'au j'ai bien moment où aimé. on pouvait le voir, je me souviens, on m'a dit la Très thématique, bien, Coco. la thématique pouvait un peu peut-être perturber ma fille à ce moment-là, mais bon. Non, c'est super. Franchement... Mais je suis sûr que c'est super, ouais. c'est génial, et je vais le regarder un jour. Bien Ouais. aimé, Coco. Bien Et je aimé. mets Vice Versa en 3. Donc, moi, c'est Wall-E, Lao et Vice Versa. Voilà, donc tu auras les faveurs de Hamato Yoshi, qui, vu que tu n'as pas mis Toy Story dedans, qui apparemment est surcoté, alors que c'est un bijou, et même le 2 et le 3 sont très bien. Le 3, il est magnifique, la fin fout les frissons. Voilà. Oui, des trucs qui me gloquisent. Parce que je ne l'ai pas vu quand c'est sorti, je l'ai vu bien plus tard avec Ah ouais mes enfants, là, et notamment la tête des enfants dedans, là. Il y a un sale gamin là, qui essaie de casser des jouets, là. Ouais, Ouais, tête- Sid. ouais, Sid. C'est le traitement, Il y a je une le trouve ultra glauque. Non. Ouais. Et c'est quoi ton top 3 du coup, Shai? Pardon. Moi, j'avais mis Toy Story, Ratatouille et vice versa. Voilà. Mais il y en a Ok, tellement donc des Vice biens, Versa fait l'unanimité, on l'a Ouais. tous les trois dans notre top 3. Ouais, on a tous les droits dans le top 3. quand même. Hein. Je regardais la liste, ils sont tous très bien. Il y a ce truc qu'on retrouve à chaque fois un peu, où il y a des émotions, des sujets un peu sérieux abordés sous le prisme du dessin animé, mais c'est quand même souvent des très bons films. Donc j'espère que donnez-nous votre top 3 Ouais, donnez-nous vos top 3, bien sûr. Ouais. des Pixar, et dites-nous si vous regardez, si le biathlon est en fait le sport le plus génial dont on passe à côté, sur lequel on C'est passe quand même en dessous du hockey sur gymnase, personnellement, dans mon livre à moi. Ok, sur gymnase, c'est sur le toit du gymnase. Tu connais pas le hockey sur gymnase. C'est c'est l'élite. Voilà pour cette semaine, les gars. Merci à tous pour vos questions. Yes, merci à tous. J'ai oublié à chaque fois que c'est à moi de Il terminer. s'était endormi, il était déjà en train de ronfler devant le Super Bowl. Je me prépare ma sieste Super Bowl. C'est une longue sieste. Je sais même pas ce que c'est l'affiche au passage. Je ne sais pas quelles sont les C'est équipes. Seattle contre New England. New England, pardon. New Orleans. Ouais. New England, c'est les Patriots. C'est les Patriots qui reviennent dans le Super Bowl. Il n'y a pas de Tom Brady, il n'y a pas de Journaliste Belichick. sportif. Journaliste Journaliste. Ça, la culture. émérite. Journaliste olympique lyonnais NBA, voilà. Et Tour de France. Non, c'est en fait, t'es polyvalent, je sais pas. Non, bah, Plus que moi. ping-pong, tout, hein. Ouais. Pardon, je vais dériver. Allez, on s'arrête là-dessus. Merci à tous pour vos questions. Je vous redonne l'adresse au passage, même si je pense que vous la connaissez presque Oh tous. oui, ils la connaissent bien. cqfr.reverse@gmail.com et nous on se retrouve demain pour un Hoop Culture, lundi Ouais. pour un nouvel épisode du CQFR. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bon week-end. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.